Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Retour dans un décor que vous connaissez peut-être si vous connaissez cette chaîne depuis très longtemps, si vous venez d'arriver. Ce n'est pas une chaîne de cinéma, même si ce décor est à l'image de ce qui est une passion pour moi, c'est-à-dire le cinéma. Mais non, on va parler d'un sujet qui fait actuellement un effet d'explosion nucléaire dans le paysage politique français. La fameuse loi immigration, cette fameuse loi qui avait été éjectée par une motion de censure, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas été lue à l'Assemblée nationale, votée par évidemment les gens de gauche, une partie des Républicains et le Rassemblement national. Donc le projet de loi avait été retoqué. Force est de constater que le processus démocratique, c'est que la loi est allée ensuite au Sénat. Et le Sénat en a redessiné un certain nombre de contours, il a supprimé certaines choses, il en a rajouté d'autres. Et finalement, le projet de loi voté par le Sénat est revenu à l'Assemblée nationale pour la deuxième lecture, mais cette fois-ci avec un texte beaucoup plus serré. Et de fait, le texte est passé, le Rassemblement national, qui pourtant avait voté contre, a voté pour. Allez, on va le dire, je pense que toute la bien-pensance, toute la gauche, les LFI, et une partie des Républicains, et même dans le parti Reconquête, pas Reconquête, mais Renaissance, pardon, le parti présidentiel, une partie des députés se viennent de se prendre une grosse claque dans la gueule. Parce qu'évidemment, le texte voté, il y a encore quelques jours, tout le monde disait « ça y est, c'est fini, on n'en parle plus, le texte est parti à la poubelle ». Sauf que là, non, il a été voté. Alors, il y a un ensemble d'éléments, évidemment, un ensemble d'appareils qui vont modifier plus ou moins déjà l'existant. Va y avoir, évidemment, alors, ça fait un tollé parce que le texte de loi va peut-être permettre de régulariser beaucoup plus facilement un certain nombre d'individus, ce qui va complètement dans le sens contraire d'ailleurs aux idées d'extrême droite, dirons-nous. Le droit du sol également va être modifié, mais là encore, j'ai envie de dire, il y a une façon de contourner. Enfin voilà, il y aurait tellement de choses à dire. Mais je pense que ce qui va être intéressant, c'est tout simplement de faire une petite analyse de ce que dit l'intéressé, c'est-à-dire le président Macron lui-même, qui est intervenu lors d'une émission spéciale de C'est à vous. Alors, regardons un petit peu ce qui se dit, regardons un petit peu et analysons ce que le président de la République justifie pour expliquer ce texte de loi. Et le Rassemblement national revendique l'inspiration, suscite de nombreuses questions que vous nous résumez, Patrick. Oui, c'est un épisode politique qui pose à la fois la question de l'identité de la France, de ses valeurs et des vôtres, Monsieur le Président, puisque la Première ministre a invoqué hier les valeurs du macronisme dont vous nous direz si elles se sont éloignées des rives du progressisme. Des valeurs en tout cas que n'ont pas reconnues une soixantaine de députés de votre camp, 1 sur 4, plusieurs ministres. On vient de le dire, l'un d'eux, Aurélien Rousseau, en a tiré les conséquences en démissionnant, et sûrement beaucoup de vos électeurs de 2017 comme de 2022 qui avaient en commun la volonté de faire barrage au Rassemblement national et à ses idées. C'était votre promesse d'ailleurs, empêcher et faire reculer l'extrême droite. Celle-là même, extrême droite, qui revendique aujourd'hui une victoire idéologique, qui applaudit à des mesures de priorité nationale, on va les détailler dans un instant. Prestations sociales différées pour les étrangers réguliers, fin de l'automaticité du droit du sol, déchéance de nationalité, durcissement du regroupement familial, caution pour les étudiants étrangers, délit de séjour irrégulier, etc. C'est une loi qui retire des droits, même à ceux qui sont en règle et travaillent honnêtement. Bref, une partie du programme du RN avec celui qui l'a fait battre. Dans quel but et pour quel effet attendu est-ce que vous souscrivez à l'idée d'une submersion migratoire et d'un appel d'air qui pourrait être découragé par des prestations réduites? Enfin, donner ainsi raison au Rassemblement national ou accéder à ces demandes, n'est-ce pas la dernière étape avant son accession au pouvoir? Voilà. Alors, évidemment, Cohen, il fait son petit édito pour poser certains jalons, certains piliers sur lesquels Macron va devoir s'expliquer, mais évidemment, il est présent d'une certaine façon
en emballant le tout sous sa propre perception en tant que progressiste. Sauf que, en réalité, on le voit bien dans le visage de Cohen. Il est à l'image aujourd'hui de cette France qui aspire à la solidarité, à l'humanisme, au droit de l'homisme. Sauf que il est conscient, et on le voit dans son regard, que finalement peut-être que ce que nous disions, que ce que des gens disent, de ce que des vidéastes, des youtubeurs, des gens sur les réseaux sociaux relayent depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est-à-dire qu'il y a bien un problème d'insécurité, un problème de flux migratoire, et d'ailleurs je reviens encore à cette question que je pose, comment aujourd'hui en France des illégaux peuvent travailler? Les employeurs payent les charges pour ces employés, mais ils les payent où? À qui? Sous quel statut? Puisque, je rappelle, ces personnes sont sans papier. Donc comment est-ce qu'en France, on peut embaucher des gens sans papier? Alors, en effet, il existe un texte de loi qui permet à des employeurs de faire une procédure pour régulariser la situation d'un employé. Sauf que là, avec cette réforme, là maintenant, ce ne sont plus les employeurs, ça sera l'employé lui-même qui, avec un contrat de travail, pourra faire une demande de régularisation. C'est-à-dire qu'on simplifie un petit peu la procédure. Sauf que, et vous allez l'entendre, Macron va l'expliquer, il va dire, on simplifie la procédure pour empêcher justement que des employeurs malveillants, disons-le, des exploiteurs de statut de ces sans-papiers, parfois même pour les payer en dessous du salaire minimum établi par la convention collective de leur secteur d'activité. Sauf que le problème, c'est que vous pouvez contourner ça, c'est-à-dire que les employeurs vont faire des CDD, ils ne vont pas faire des CDI. Donc si l'employé fait une demande de régularisation, la demande de régularisation, est-ce qu'elle va prendre en considération le statut contractuel? Est-ce que dans cette demande de régularisation, est-ce qu'il va être impératif que l'employé ait un contrat à durée indéterminée? S'il a un contrat à durée déterminée, eh bien malheureusement pour lui, il pourra peut-être en effet avoir une régularisation, mais une régularisation temporaire par rapport au contrat à durée déterminée. Or, je pense que vous êtes au courant que beaucoup d'employeurs aujourd'hui ne font quasiment plus de contrats à durée indéterminée, mais des contrats à durée déterminée. Questions posées, on les reprend dans l'ordre si vous voulez bien, Monsieur le Président. Très bien. Pour commencer cette loi, est-ce, à vos yeux, en votre âme et conscience, une bonne loi? C'est le fruit d'un compromis. Il fallait le faire coûte que coûte. Je vais vous dire. Cette loi, je le disais, c'est pour moi le bouclier qui nous manquait. Et cette loi, il faut la regarder d'ailleurs avec son complément européen, qui est les décisions qui ont été prises ce matin par l'Europe, le Parlement, la Commission, le Conseil européen, qui sont nées d'ailleurs sous la présidence française en début 2022 et qui nous permettent de mieux protéger les frontières européennes. Mieux enregistrer, améliorer la coopération entre nos polices. Pax, immigration et asile. Exactement, et permettre de raccompagner beaucoup plus rapidement et simplement les gens. Mais... Je vous invite à mettre en perspective les programmes, les projets de l'identité digitale. Ce que Macron explique là, c'est que, en effet, avec les décisions européennes, on va vouloir mieux contrôler les flux migratoires. Ça ne veut pas dire qu'on va les arrêter, ou qu'on va les suspendre, ou qu'on va les réduire. Non, non. On va installer des systèmes qui permettra d'identifier numériquement, par des fichiers, toute personne qui rentrera dans l'Union européenne et donc pourra circuler dans les pays de l'Union européenne. Parce que c'est ça qui va arriver derrière. C'est-à-dire que cette loi française, derrière, on va dire, oui, mais pour permettre ça, eh bien, on va valider un système d'identité digitale. Cette identité digitale sans laquelle vous ne pourrez plus vous mouvoir
ne serait-ce qu'au sein même de votre pays ou même dans l'Union européenne, sans qu'il y ait une traçabilité de ce que vous faites, de vos déplacements. Et ça, évidemment, Macron ne vous le dit pas. Il vous rassure en vous disant qu'on va mettre en place et qu'on met en place des outils pour simplifier et pour mieux permettre de contrôler, de vérifier les flux migratoires. Mais derrière, avec un outil qui, je vous le répète, sera l'identité numérique. Regardez la situation du pays. Nous sommes un pays qui a toujours accueilli et qui continuera d'accueillir. Qui accueille des femmes et des hommes qui fuient leur pays en raison de leur combat politique et parce que ce sont des combattants de la liberté. C'est l'asile. Je l'ai défendu il y a encore quelques jours. Et ça, pour moi, c'est intangible. Et c'est dans notre Constitution. C'est un vrai désaccord avec le Rassemblement national et avec une partie des Républicains qui proposent de revenir sur ces textes constitutionnels et conventionnels. Jamais. Deuxième chose, nous continuerons d'accueillir des femmes et des hommes qui viennent étudier, travailler dans notre pays, qui échangent aussi, qui partagent nos vies familiales. Et nous continuerons de le faire. Mais à qui on retire? Non, on va revenir, si vous voulez, avec méthode sur les droits, la réalité de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce qui a changé et de pourquoi on fait ça. Mais le cœur de ce que nous devons, de ce que nous voulons faire, et qui est à mes yeux ce à quoi nous devons nous attaquer, et qui est l'identité même du combat politique que je porte. C'est de dire on doit se battre contre les flux, c'est-à-dire les arrivées clandestines de personnes qui arrivent sur notre territoire de manière irrégulière, et qui, parce que nous ne sommes pas efficaces, c'est-à-dire que nos procédures sont trop lentes, trop compliquées, que le droit s'est multiplié, nous n'arrivons pas à instruire leur dossier assez vite et à les renvoyer chez eux. Ça, c'est une perte de contrôle de ce que nous sommes. En fait, c'est de la sémantique. En réalité, comme je l'avais déjà expliqué dans différentes vidéos, c'est parce que la France n'a plus les outils. Les outils pour faire une procédure établie, c'est-à-dire comme dans tout pays, lorsque vous voulez vivre ou rentrer dans un pays, eh bien, vous avez des procédures, vous avez des fichiers, vous avez des questionnaires, vous avez tout ce qui va permettre de vous identifier. Or, malheureusement, aujourd'hui en Europe, vous avez des flux migratoires de gens dont on ne sait pas qui ils sont et d'où ils viennent. C'est-à-dire qu'ils n'ont généralement pas de papier, et que lorsqu'on demande dans des cadre de traités de coopération avec un certain nombre de pays, de vérifier si cette personne est bien un citoyen de ce pays, eh bien en règle générale, les pays, ils en ont rien à foutre. Ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas ces données, ils n'ont pas ces informations. Donc vous avez ce problème fondamental qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les outils pour permettre d'identifier les individus qui sont sur le territoire, qu'ils soient entrés de façon illégale, par l'intermédiaire d'organismes, d'associations, etc. Parce que même ces associations, qui devraient déjà faire un travail en amont, eh bien ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'en ont ni la légitimité, ni les outils. Donc vous pouvez très bien être un Nigérien, un Ivoirien, un Sénégalais, un Marocain, un Algérien, etc. Et quand vous arrivez sur le territoire français, au moment où des gens avec l'autorité, vous demande vos papiers, ben j'en ai pas. Vous pouvez donner n'importe quelle identité. Vous pouvez vous faire passer même pour n'importe qui venant de n'importe où. Et ça, évidemment, Macron essaie à sa façon d'expliquer que va falloir qu'on se mette des outils pour ne pas laisser les individus se balader dans la nature sans qu'on ne puisse pas les identifier. Et là, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur l'identité numérique, la traçabilité. Avoir un État qui se tient, il ne peut pas y avoir, y compris un État qui a un modèle social, qui protège sa population, si on ne sait pas faire ça. C'est le premier objectif. Et le deuxième, c'est mieux intégrer par l'apprentissage de la langue et le travail, ce que permet aussi ce texte, et qui est dans nos dispositions de début. Donc ça, ce sont les deux objectifs de ce texte. Vous diriez que c'est un vrai en même temps. Oui. Bon.
Ce texte, non mais attendez. Et qui a été considérablement remodelé on va par le faire, rapport à votre on intention. va le faire avec méthode et on va essayer de voir si c'est un texte Rassemblement National, en quoi il a été modifié, ce qui n'est pas. Parce qu'on ne va pas se tirer les cartes entre nous. C'est suffisamment sérieux pour le faire. Ce texte, est-ce qu'il est utile, compte tenu des deux problématiques qu'il traite? Lutter contre l'immigration clandestine, permettre de mieux intégrer les travailleurs, parce qu'aujourd'hui, vous avez des milliers de femmes et d'hommes sur notre sol qui travaillent, qui permettent de faire tourner nos restaurants, qui sont dans nos hôpitaux, etc., qui sont prisonniers de la demande faite par les employeurs. Avec cette loi, on leur redonne un droit. C'est les deux objectifs. Nous avons une majorité relative à l'Assemblée nationale. C'est les Français qui l'ont voulu. C'est un fait politique. Ce texte, il a cheminé. Il a été très modifié par le Sénat. Et au Sénat, il a été très durci. C'est-à-dire qu'on a enlevé les mécanismes de régularisation et on a ajouté, il y avait une vingtaine d'articles, il y en avait 92 en sortant du Sénat, première lecture. On a ajouté beaucoup de choses. La fin de l'aide médicale d'État, remplacée par l'aide médicale universelle, beaucoup de dispositions, y compris de fin du droit du sol, etc., etc. Ce texte était très dur. Il n'a d'ailleurs pas été voté en première lecture par les Sénats. Alors encore une fois, c'est une question de subtilité. La fameuse, en effet, le droit du sol. Le droit du sol est universel à la France. Tout enfant qui naît sur le territoire français a la nationalité française temporaire selon les textes, dont certains qui datent de 2008, c'est-à-dire que la personne acquiert la possibilité d'avoir la nationalité française arrivée à 16 ans ou 18 ans. Sauf que le texte qu'ils ont voté là, c'est un texte où l'automatisme de la nationalité française ne sera plus si les deux parents sont étrangers. Même si les deux parents sont en situation régulière. Mais si les deux parents sont étrangers, l'enfant n'a plus ou n'aura plus le droit du sol automatique. Il pourra en revanche en faire la demande à l'âge de 16 ans ou 18 ans. Ce qui peut garantir en effet le fait que si jamais un gamin de 16 ans ou 18 ans demande la nationalité française, s'il a un casier judiciaire, s'il est connu des services de police, s'il a déjà été condamné pour des faits, eh bien évidemment sa demande sera rejetée. Sauf que, comme je vous l'ai dit, c'est valable si les deux parents sont de nationalité étrangère. Ce qui n'est pas le cas si l'un des deux parents a déjà la nationalité française. Et là, oui, tout d'un coup, vous vous dites, ces étrangers qui cherchent une compagne, qui cherchent le mariage blanc ou qui cherchent une compagne de la nationalité du pays pour pouvoir tout simplement avoir une descendance qui aura le bénéfice automatique de la nationalité française sans condition du fait que la mère ou le père est de nationalité française. Et de ce fait, l'enfant bénéficiera de la nationalité française naturelle qu'on appelle par descendance, ou je ne sais plus le terme exact. Donc au final, en effet, peut-être qu'on réduit la capacité de gens issus de l'étranger de pouvoir faire naître leur enfant sur le territoire français et finalement d'avoir un enfant français, avec tous les droits qui s'y rattachent, hein, puisque si l'enfant naît avec un droit de nationalité française, même si, encore une fois, il sera confirmé, mais il a le bénéfice de ce droit. Ben dans ce cas-là, les parents, on ne peut pas les renvoyer chez eux, parce que le gamin est français. Enfin, français temporaire, mais il est français quand même. Donc, vous voyez, encore une fois de plus, c'est entre le discours idéologique et le technique, eh bien, malheureusement, il y a souvent une grande différence qui peut faire, en effet, une grande différence sur la réalité d'application de la loi. Du Rassemblement national qui le trouvait trop mou. Il est revenu, c'est le chemin législatif à l'Assemblée. Il a été modifié. Et en commission, parce que c'est comme ça que ça se passe dans le cheminement, il y a eu une majorité. Des voix intégrales de ceux qui représentaient en commission spéciale, enfin la commission compétente avec le ministre, des voix de la majorité, et y compris des Républicains. Et lorsque ce texte est arrivé ensuite en séance, il y a eu un vote du Rassemblement national, avec la France insoumise, avec le Parti socialiste, avec les Verts, avec les Républicains, pour dire
ne fait Motion pas de du débat. rejet. Et la crise, elle vient de là. C'est-à-dire que vous avez des formations politiques qui là ne sont pas posées la question de savoir si c'était bien ou pas bien de voter avec le Rassemblement National, mais qui ont tous dit, chut, on n'en parle pas. C'était il y a 8 jours, il y a 10 jours. Pour éviter un éventuel 49-3. Non, j'ai dit que sur ce texte, il n'y aurait pas de 49. Bon. Et donc, ils l'ont fait parce que c'était plus facile, par provocation, pour bloquer. Quels étaient à ce moment-là les choix à faire? Ben, c'est simple, je devais dire, on arrête. C'est-à-dire, ça fait 1 an qu'on parle de ce texte et en fait on s'est trompé, excusez-nous, mais lutter contre l'immigration illégale et permettre d'intégrer plus vite, c'était une mauvaise idée, on n'en a pas besoin. Non, il fallait avancer. Et donc on a fait ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, où, à la lumière du pluralisme des 2 chambres, des représentants du Sénat et de l'Assemblée se sont mis autour de la table pour bâtir un compromis. Et donc ce texte qui sort, il est le fruit de ce compromis. Est-ce que c'est le texte du gouvernement? Celui que vous souhaitiez, non? Bah, évidemment que non. Donc il y a des choses qui me... Je ne vais pas vous dire que je saute au plafond, que je les trouve formidables, ces choses. Il y a des choses qui... derrière. Par exemple. Bah, la caution demandée honnêtement aux étudiants étrangers, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que je pense qu'on a besoin de continuer à attirer des talents, des étudiants du monde entier. Je pense que c'est une force de la France. Ça fait partie de notre modèle. Dire parce que vous êtes étranger, on vous demande une caution, c'est pas le message de la France. Oui, mais après, ça peut se retravailler. Là, je pense qu'à mon avis, il y a un peu d'hypocrisie parce que le problème, et ça c'est aussi vrai aux États-Unis, c'est que sur la portion d'étudiants étrangers, une fois qu'ils ont fini leurs études, logiquement, ils sont censés retourner dans leur pays. Sauf que non. Sauf que non. Pourquoi? Tout simplement parce que, avant la fin de leurs études, ils s'assurent toujours d'avoir un emploi et grâce à cet emploi, ils changent leur visa d'étudiant en visa travailleur. Et ce qui fait que vous avez, alors pareil, encore une fois de plus, statistiquement c'est difficile, là je fais référence à ma vidéo précédente sur faut-il rétablir de la statistique ethnique pour définir si combien d'étrangers qui font des études en France, à la fin de leurs études, une fois l'obtention du diplôme, retournent-ils dans leur pays ou restent en France, ou tout du moins restent dans l'Union européenne. Là encore, le fait de cette loi de renforcer et de demander des cautions, eh ben, c'est une façon peut-être de limiter la capacité de certains étrangers à accéder en effet à un enseignement supérieur en France. La question, et c'est en conscience que la Première ministre, dont je salue le travail et l'engagement, le ministre de l'Intérieur, le ministre du Travail, le ministre des Relations avec le Parlement, qui ont été engagés, je les salue aussi, mais tous les députés de la majorité qui ont voté ce texte, et qui sont une écrasante majorité, parce que vous avez fait des calculs qui étaient un peu à l'emporte-pièce, parce qu'il n'y a pas eu un quart qui ont voté contre. Je regardais les chiffres, il y en a 27 contre. Ça a manqué une soixantaine de Et voix. il y a eu 27 contre et 29 abstentions. Oui. Voilà. Oui. Bon, non, mais je dis les chiffres. Une soixantaine de voix. Une soixantaine Oui, de mais voix. qui ne sont pas tous contre. Il y a eu 27 contre. Oui, et il y a eu 261 au total voix positives, sans le Rassemblement National. Vous n'avez pas Voilà. eu les... Mais je veux juste dire sur ce texte, donc il arrive. La question c'est, est-ce que les dispositions qui ont été acceptées, qui ne plaisaient pas à la majorité au gouvernement, valaient de dire on ne fait pas de texte? C'est ça en conscience, le choix que vous faites. C'est ça un compromis. Eh bien, en conscience, je peux vous dire que le texte qui sort est un texte qui reste utile, c'est ce bouclier dont on avait besoin, et que les dispositions qui ont été acceptées, même si elles ne plaisent pas, ne justifiaient pas de tout bloquer. Et donc, Même moi, si Marine Le Pen parle de victoire Alors, on y idéologique, vient. même si François Hollande dit que soit vous n'avez pas pris les voix du Rassemblement National, mais vous en avez pris les idées. Il parle même des idées du Front National. Cet après-midi, Mais dans un lesquelles entretien au Monde. Mais lesquelles? La priorité nationale. Mais La alors, préférence qu'est-ce que c'est la priorité ou la préférence La nationale? priorité nationale, c'est des droits différents pour les Français et les étrangers installés légalement sur notre sol. Alors, comment Et c'est aujourd'hui... exactement mais- ce que contient Pardon. les mesures qui sont contenues dans cette La texte de gauche, loi. la France, le gouvernement de la France, mais à l'époque, Michel Rocard, Premier ministre, a créé le RMI, puis on a fait le RSA. Comment ça se passe aujourd'hui, le RSA? Ben, il faut être depuis 5 ans en France pour le toucher. C'est une prestation qui est non contributive, le RSA aussi. Ce n'est pas de même nature que les aides de solidarité. Mais qui pardon, que les sont, appels ou les que aides le... de solidarité que sont les aides au logement je dirais que c'est et les allocations familiales. Mais c'est même Là, pire. Ce sont des aides incitatives, et incitatives de retour à l'emploi en Mais l'occurrence. j'en prends une autre. La prime d'activité. Oui, c'est pareil aussi. La prime Aide d'activité, incitative. c'est une prime, la même chose que... Non, c'est pas... Le RSA n'est pas une prime incitative. Le RSA, c'est un revenu de solidarité. Oui, c'est vrai. Bon,
Et donc, il est inconditionnel, c'est le filet même de sécurité. Le RSA, depuis qu'il existe, il faut 5 ans. La prime d'activité, depuis qu'elle existe, votée par la gauche, il faut 5 ans. On a expliqué que c'était les idées du Rassemblement National quand on a fait ça. Donc vous expliquez que la priorité faut est pas. déjà dans nos textes de loi. Mais je dis qu'il n'est pas illégitime de dire dans notre pays que nous avons des choses qui doivent être inconditionnelles et nous les avons préservées. C'est-à-dire qu'on soigne et on héberge de manière inconditionnelle en France. Et ça a été protégé par l'accord. Là où on voulait bouger sur l'hébergement d'urgence, on l'a gardé de manière inconditionnelle. Vous arrivez aujourd'hui, et même quand vous êtes en situation irrégulière, vous êtes dans notre pays soigné et hébergé. Donc n'allons pas expliquer qu'on a un modèle. Ce contre quoi se bat le Rassemblement National. Et donc, est-ce que les dispositions qui bougent, les APL, et en effet certaines prestations familiales, C'est l'occasion. en fonction de la durée, c'est une chose que moi je demandais ou que le gouvernement poussait. La réponse est non. Est-ce que je considère que c'est une rupture ontologique, profondément de régime? La réponse est non, on l'a déjà. C'est pas déshonorant. Vous considérez Non, pas mais que ce sont attendez, des les mots. mesures déshonorantes. Non, mais ce parce qui est que déshonorant, c'est plusieurs l'impuissance. ministres et responsables de la majorité ont dit c'est des mesures qui ne me plaisent pas, qui ne nous Moi non plaisent pas. plus, c'est ce que je dis. Mais après, j'essaie d'être précis. Quel a été l'accord qui a été obtenu par la Première ministre et les ministres et les parlementaires, dont je salue le travail? C'est que pour les étudiants, par exemple, ils l'ont ramené à 0. C'est-à-dire que là où dans le texte du Sénat c'était 5 ans, ça a été ramené à 3 ans, pour les étudiants c'est 0. Pour les gens qui travaillent, ça a été aussi réduit à 30 mois de mémoire. Bon, donc dans l'accord, tout ça a été réduit. Après, moi je demande que sur ces dispositions, surtout on les évalue, parce que qu'est-ce qu'on veut faire? Là où je ne les aime pas, je vais être très concret. C'est pas vrai que c'est des dispositions qui sont de nature Rassemblement National, ou qui créeraient... Non, parce que vous avez déjà à ce moment-là des dispositions de même nature. En fait, je pense que... Alors je voulais vous le dire un peu plus loin, mais là je vais vous le dire maintenant parce que je pense que c'est tout à fait flagrant. Il se défend, Macron, d'avoir finalement joué sur la carte idéologique du Rassemblement National, mais que les circonstances ont fait que le texte modifié du Sénat a plus ou moins intégré certaines valeurs, certains principes du Rassemblement National. Et la raison pour laquelle le Rassemblement National a voté le texte de loi. Mais là, en fait, et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les médias, on le voit bien. On le voit bien que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une claque. C'est une claque, mais c'est une claque parce que le paysage politique français, aujourd'hui, je pense, a commencé enfin à comprendre qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont en train, tout simplement, de pousser une grande partie des Français vers le Rassemblement National. Et je pense que ce texte de loi, il apparaît à un moment donné où on sait que l'année prochaine, il y a une échéance électorale, même si c'est une échéance européenne. Mais de cette échéance européenne découlera un résultat, et si le résultat voit que les partis souverainistes, les partis dits d'extrême droite, font une grande progression, eh bien là, dans ce cas-là, ça risque en effet de confirmer qu'une partie de la population française est en train tout simplement de se radicaliser. Donc j'ai envie de dire que finalement ce texte de loi, c'est un os à ronger. Il va peut-être en effet apporter des améliorations sur la façon de gérer, de manager, de contrôler l'immigration, mais en réalité il ne résoudra pas les problèmes. Parce que les Français savent que les problèmes ne sont pas essentiellement de la cause de l'immigration, même si, culturellement, de mœurs, de traditions, de comportements, d'attitudes, il y a en effet des problèmes. Des problèmes de ces étrangers qui viennent de certains pays où, tout d'un coup, se retrouvant dans un pays occidental où la femme a certaines libertés, où la femme est presque tentatrice, eh bien malheureusement, certains individus, peut-on dire, à des comportements primitifs, comportements qui amènent à des harcèlements, à des insultes, à des agressions, à des viols. Donc, évidemment que ça, c'est lié à l'immigration. Parce que justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
nous ne contrôlons pas les individus qui sont sur le territoire. Nous ne savons pas parfois qui ils sont, nous ne connaissons pas leur nom, nous ne savons même pas d'ailleurs si les origines qu'ils déclarent sont les vraies origines nationales de leur citoyenneté. Donc en gros, c'est ça le problème. C'est que nous avons des gens qui sont dans la nature dont on ne sait rien. Sauf que ce texte de loi, vous constaterez que, en réalité, il modifie de l'existence sur comment un étranger légal peut-il rester en France, pour combien de temps, quelle est la période de probation, etc., avant d'avoir accès à la possibilité de se faire régulariser, ou voire même de demander la nationalité française, etc. C'est-à-dire que là, on est en train d'installer en fait des outils qui vont permettre, peut-être en effet, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec derrière l'incrémentation des identités digitales, ou tout du moins de la digitalisation de l'individu à l'échelle européenne, eh bien, on aura peut-être un meilleur contrôle. Mais ça ne résoudra pas un certain nombre de problèmes qui poussent aujourd'hui un certain nombre de Français, justement, dans les bras de l'extrême droite. J'ai même envie de dire que ce texte, finalement, peut-être confirme bien que une partie du paysage politique, et y compris celle de la Macronie, eh bien, est en train tout simplement de prendre conscience que, à la prochaine élection présidentielle, peut-être que le coup du barrage démocratique, du barrage républicain, risquerait de ne pas fonctionner. Sur le RSA ou la prime d'activité. La fin de l'automaticité du droit du sol, par exemple. Le fait qu'on revienne aux lois Pasqua de 80. Non, mais c'est pas vrai que c'est de la même nature. Là c'est pareil. Là où puisqu'on opposait l'acquisition de nationalité pour défaut d'assimilation, on est revenu dessus. On est revenu dessus. Et donc là, vous confondez le texte du Sénat avec le texte de l'accord, qui a été beaucoup adouci. Bon. Mais je veux revenir sur cette histoire de prestations sociales. Là où je trouve que c'est une idée qui mérite d'être évaluée, c'est que le cœur de ce texte est aussi de dire on veut mieux intégrer par le travail. Et donc, ce texte va permettre la régularisation de plusieurs milliers, on nous dit entre 7 et 10 000 personnes qui travaillent aujourd'hui sur notre sol. À la discrétion des préfets. Mais c'est normal. C'est-à-dire avec un risque d'injustice ou d'inégalité dans l'administration. Monsieur Cohen, c'était pas du tout le projet de départ. Mais non, le projet de départ, je le dis, la Première ministre a eu l'occasion de le dire, le projet de départ, il aurait été lui aussi censuré par le Conseil constitutionnel. Ce qui va être le cas peut-être d'une bonne partie du... Oui, on va y venir, mais d'ailleurs, moi-même, je vais faire le recours. Comme je l'ai dit. Vous l'avez vous-même saisi. Après, vous êtes investi tellement dans le processus législatif, ce qui peut étonner aussi. Non, mais non, parce que le président de la République, moi, c'est pas moi qui ai fait l'accord. Et c'est normal, je suis dans mon rôle de saisir le Conseil constitutionnel. Mais j'attire votre attention sur un point. Je reviens. On permet aujourd'hui, en effet, de régulariser des gens. Ce qu'il y avait initialement, ce que certains voulaient, qui était pas de contrôle du préfet, c'était impossible, parce que vous créez à ce moment-là un droit opposable à toute personne qui rentre de manière irrégulière sur le sol français, qui, parce qu'il travaille, a un droit à être régularisé. Ça, c'est pas sérieux. Donc, on n'a pas envie qu'il y ait des filières. Pour être plus précis, là, il a raison. Le fait est, c'est que si on avait appliqué une loi sur le principe qu'à partir du moment où un étranger est sur le territoire français, qu'il a un travail, dans ce cas-là, le fait qu'il a un travail, il a un revenu, il paye des charges, au même titre que n'importe qui, et que dans ce cas-là, sa situation se devrait d'être régularisée. Sauf que le problème, vous savez que nous avons dans nos administrations des conditions que parfois nous pouvons contourner. Eh bien là, c'est pareil. Il suffirait tout simplement qu'une personne d'une association fasse un contrat à blanc d'une personne étrangère en situation irrégulière pour ensuite permettre à cette personne de justifier qu'elle a bien un emploi, qu'elle est bien embauchée dans une association ou dans une société. Alors qu'en réalité, tout ça, c'est de l'esbrouffe. Et une fois que la personne obtient sa régularisation, est-ce que vous pensez qu'en France, on a les outils pour vérifier si la personne est bien embauchée par cette association et qu'elle travaille bien dans cette association? Est-ce qu'il va y avoir des enquêtes de moralité, des enquêtes de voisinage pour vérifier si cette personne est bien embauchée et qu'elle travaille bien dans cette association, ou si au contraire, cette association lui a fait un contrat à blanc pour lui donner une preuve, une justification qu'il est bien employé, qu'il est bien salarié
pour pouvoir demander sa régularisation. Et voilà, je pense que vous avez compris. D'immigration irrégulière qui s'installe. Donc c'était une bonne chose de corriger le texte initial. Et là, que ce soit à la main des préfets, c'est leur métier, c'est juste. Il n'y a pas besoin d'une loi. Pardon? Il n'y avait pas besoin d'une loi. Ah bah si, parce qu'en fait aujourd'hui... Ça peut être une circulaire. Non, la circulaire, il y a déjà une circulaire qui a permis de le faire. Mais aujourd'hui, de par les règles qui existaient, la capacité qu'avait le salarié lui-même à le faire, ou l'administration à s'en autosaisir, était réduite. C'était à la main de l'employeur. Ce qui crée aujourd'hui, on le sait bien, des situations qui étaient inégales et extrêmement injustes. Parce que vous avez des gens qui étaient en quelque ambassade, d'ailleurs pour apprendre le français, pour... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le problème, c'est qu'on donne le pouvoir à l'employeur de pouvoir utiliser des sans-papiers en leur faisant promettre qu'il ferait la procédure et finalement les soumettre à des conditions de travail, voire même des salaires de misère. Et tous ces employés, tous ces émigrés sans papier, avec l'espoir que l'employeur tiendrait parole, et qu'au final, eh bien, ces employés, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, quand ils commencent à dire, Edith, où est-ce qu'on en est sur les papiers, machin, etc., eh ben, l'employeur les vire. Puis comme c'est des sans-papiers, du coup, ils n'ont pas de droit fondamental pour se défendre contre un employeur qui, finalement, les a tout simplement exploités. Que nos valeurs soient partagées, mais ça ne me choque pas, ça. Et ça a existé dans une république qui était aussi celle, de toutes les sensibilités politiques. Mais est-ce que c'est ça ce que la France du Rassemblement National? Non. Donc à tout confondre... Ça n'est pas une victoire idéologique pour le RN. Mais c'est une manœuvre. Non, c'est une manœuvre de garçon de bain du Rassemblement National, de garçon de bain. C'est-à-dire, moi je ne sais pas ce que c'est une manœuvre de garçon de bain. Je veux dire par là... Pardon, monsieur Il y a des Macron. blagues de garçon de bain, mais les manœuvres... Non, mais je veux dire par là que c'est une manœuvre grossière pour nous dire... Au fond, c'était mon texte qu'on l'emportait parce que c'était dans la confusion. Mais c'est faux. Pardon. Et à gauche aussi, on vous fait un faux procès. Et vos ministres vous font un faux procès. Non, mais qui est des gens d'abord? Certains de vos La députés musique, vous font un le faux climat, procès. que ça heurte. En réalité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de ce texte, même le texte d'origine qui a été refusé, mais qui ensuite a été modifié par le Sénat, c'est une façon de lancer quand même une perche aux Français qui seraient dans l'état d'esprit de se dire que finalement, aux prochaines élections, je voterai Marine Le Pen. Donc c'est en fait une sorte d'appel d'air pour donner l'espoir à certains Français de se dire « Ah, enfin, le gouvernement fait quelque chose pour lutter contre les problèmes liés à l'immigration. » Alors qu'en réalité, pas vraiment. Mais comme vous le savez, au moins 70 ou 80% des Français, ils prennent ce qu'on leur dit, mais ils ne vérifient pas, ils lisent pas, ils ne vérifient pas les textes, pour se rendre compte que finalement, même s'il y a quelques petites lignes, quelques virgules qui ont été changées, quelques mots qui ont été changés, où on a durci quelques conditions, etc., mais au final, ces conditions, il y en a certaines, comme je vous le dis, on va pouvoir les contourner. Mais là où, évidemment, la gauche et un certain nombre de députés et politiciens, même de droite, sont mécontents, c'est que finalement, le gouvernement, avec le texte d'origine, comme avec ce qui a été fait au Sénat, par la commission paritaire, c'est admettre, c'est reconnaître que certains discours, que certaines idées, que évidemment tous ces gens qualifient d'extrême droite, eh bien prennent de plus en plus d'ampleur dans l'opinion. D'où ce sondage ELAB, qui a été fait sur un échantillon de 1005 personnes, je crois, et qui dit que 70% des personnes interrogées sont satisfaits de cette loi. Donc, cette loi, finalement, elle est la démonstration que le gouvernement, que Macron, essaye tout simplement d'acheter une partie de l'opinion, une opinion qui n'a pas envie d'aller dans les bras de l'extrême droite, mais qui a complètement quitté la gauche, qui a quitté littéralement toutes les idéologies bien pensantes. Et c'est ça, justement, que les médias, c'est ça que Cohen, dans son regard, exprime. C'est que finalement,
là, ils ont perdu une bataille idéologique. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait pendant des années à convaincre l'opinion, à essayer d'enserrer, d'enfermer les Français dans une vertu de penser, de ne pas penser le contraire, de ne pas penser à l'amalgame, de ne pas penser que la criminalité, que la délinquance est liée du fait de gens qui sont issus de l'immigration ou immigrés ou français, mais issus de... etc., etc. Parce que c'est ce sentiment qui commence à monter. Donc là, ils essayent tout simplement d'acheter du temps. Un parlementaire, que ça heurte des ministres, que ça vous bouscule, c'est légitime. C'est pour ça que je dis, moi je le respecte. Mais après, il faut regarder, il faut partir du réel. Et si vous voulez, moi c'est ça qui m'importe. Et s'il y a une chose à laquelle je tiens, vous parliez des valeurs, ce que je porte, c'est partir du réel. C'est partir du réel. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Moi, depuis que je suis là, j'essaie de libérer, de protéger et d'unir. Vous n'êtes pas parti de l'idéologie pour ce texte-là? Non, mais qui n'a pas d'ailleurs été écrit par votre gouvernement ou par votre majorité, mais qui a été écrit par des parlementaires LR pour l'essentiel. Il parle d'un... Et là, Macron, il insiste bien, le réel. Donc c'est bien ça le problème, le réel. Ce réel aujourd'hui qui émerge de plus en plus sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur ne serait-ce que vous qui vous baladez dans les centres-villes, où de plus en plus, depuis quelques années, vous avez vu une déliquescence du sentiment d'insécurité, du sentiment de sécurité, donc de l'insécurité, de voir des individus qui traînent, qui ne donnent pas confiance, qui donnent une mauvaise image, une mauvaise réputation, parfois à leur propre communauté. Et c'est ça qui dérange Cohen, parce que là, Macron, tout d'un coup, n'est plus dans le discours complaisant, politique, mais il est dans le discours, moi maintenant, j'écoute le réel, j'écoute ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui se passe. Texte qui a été écrit par le gouvernement, mais après qui est le fruit d'un compromis. Mais pardon, mais c'est ce que les Français ont voulu. Mais Ils ont voulu une majorité relative et ils nous ont demandé de travailler avec d'autres forces. Maintenant, le choix, c'est pas de la faute des Français non plus. Hein. Mais c'est pas une... Dans mon propos, il n'y a que des faits. C'est-à-dire, on en est là. Parce que les Français l'ont voulu. Qu'est-ce que vous leur dites justement donc, à ceux de vos électeurs qui se sentent trahis? Mais je leur dis quand que vous vous n'êtes leur pas avez dit trahis. votre vote m'oblige. Mais c'est exact. Mais d'abord, Eux, vous avez appelé à faire barrage contre le je Rassemblement vous dis, national. vous n'êtes pas trahis. Et qu'est-ce que ça veut dire? Là, on essaie de rattraper un petit peu la corde. Votre électorat peut être déçu. Mais non, ma chère Elisabeth, je suis désolé, mais Macron a été voté par les 2/3 de gens qui ont fait barrage au Rassemblement national. Ils n'ont pas voté par choix, par conviction pour Macron. Donc encore une fois de plus, vous voyez, on essaie d'emballer un petit peu les choses. On essaie de faire croire que finalement Macron a été élu légitime par une grande proportion de Français qui l'ont fait par choix. Non, ils l'ont fait par contrainte pour une grande majorité. Barrage au Rassemblement national. Ça veut dire ne pas reprendre ses idées. Dans le texte, il n'y a pas ces idées. L'école est gratuite pour les enfants. Pardon, mais l'aide médicale d'État, moi j'ai combattu à 2 reprises Madame Le Pen. Madame Le Pen, à 2 reprises, avec les élus du Front puis du Rassemblement national, elle était pour la suppression de l'aide médicale d'État. Dans ce texte, on la préserve. Troisièmement, est-ce qu'il y a une préférence pour les emplois? Non. Est-ce qu'il y a une simplification des licenciements, comme elle le demande pour les étrangers? Non. Donc c'est une défaite du Rassemblement national. Mais bien sûr que c'est une défaite du Rassemblement national. La question qui nous était posée, et c'est le choix difficile quand on gouverne, parce que vous ne choisissez pas que des solutions qui sont idéales, c'est est-ce qu'on fait quelque chose qui est utile pour le pays, qui traite du réel, ou est-ce qu'on décide de ne rien faire, parce qu'en quelque sorte, c'est pas exactement ce qu'on voulait. Eh bien moi, j'assume totalement de dire que nos compatriotes attendaient cette loi, que si on veut que le... Enfin, que les compatriotes attendaient cette loi. Non, ils n'attendaient pas cette loi. Ils attendaient que ça bouge. Ils attendaient à ce que les curseurs évoluent par rapport à la situation et aux problèmes que les Français connaissent dans leur quotidien, et plus particulièrement les Français urbains. Sauf qu'encore une fois, je vous le dis, ce texte, s'il renforce quelques curseurs, ne résoudra rien.
Après, si le Rassemblement national aujourd'hui est en train de jouer la carte en disant « oui, vous voyez, Macron finalement commence à prendre notre point de vue », ce n'est que de la récupération politique, ni plus ni moins. Mais en l'occurrence, ce projet de loi ne résoudra pas les flux migratoires qui débarquent en Europe et ces flux migratoires qui peuvent se retrouver en France et par conséquent avec toutes les problématiques à la fois économiques, dumping social, concurrence déloyale, puisque je rappelle, dans certains secteurs d'activité aujourd'hui, un Français qui pourrait bénéficier d'une convention collective, eh bien aujourd'hui n'est pas embauché. C'est l'étranger qui est embauché, qui plus est le sans-papier. Parce qu'au moins le sans-papier, eh bien il a l'épée de Damoclès au-dessus de la tête et il accepte parfois des conditions de travail qui sont hors la loi. Mais encore une fois, la France, comme je vous l'ai dit, n'a plus les outils pour réprimer. Après tout, il y a quelques années, c'est bien le gouvernement Macron, celui de M. Édouard Philippe, qui a réduit les budgets, et avant lui, le gouvernement de M. Ernaud, sous François Hollande, qui a réduit les budgets des contrôles sanitaires, par exemple, dans les restaurants. Donc vous voyez, kiff kiff bourricot. Le Rassemblement national et ses idées n'arrivent pas aux responsabilités. Il faut traiter les problèmes qui le nourrissent. Une loi. Et aujourd'hui, pardon, je finis juste là-dessus, aujourd'hui, ce qui nourrit le Rassemblement national, c'est parfois le sentiment qu'ont certains de nos compatriotes que la réponse n'est pas assez efficace. Ça veut dire que ces mesures pourraient décourager les immigrés de venir s'installer en France. Oui, ces mesures, ce qu'on a fait avec l'Europe. Alors là, non, c'est faux. Ça ne fera pas, ça ne démotivera pas des étrangers de venir en France, même en situation irrégulière. C'est faux. C'est juste que ça donne des outils à l'administration pour mieux contrôler. Mais encore une fois de plus, comme je vous l'ai dit, à quoi ça sert de développer des outils législatifs si derrière, vous n'avez pas les outils matériels et humains pour les exécuter? Et je pense que ce problème n'est pas lié uniquement qu'à l'affaire de l'immigration, je pense que c'est l'affaire d'un ensemble de problèmes structurels à la France où l'État va parfois, aller jusqu'à essayer de foutre tout sous le tapis pour éviter d'être obligé, de par sa stature, de par sa responsabilité, d'interagir, d'intervenir, de décider. Et finalement, laisser les Français dans la merde, sans parler évidemment des petites lois, des petits décrets européens, de la Commission européenne, qui continuent la déliquescence et la destruction du pays par des réglementations. On parle aujourd'hui du problème de l'immobilier, qui plus est va peut-être aller jusqu'à dans le sens d'essayer d'exproprier finalement le propriétaire, la propriété résidentielle. Parce que force est de constater que aujourd'hui, avec ces fameuses lois écologiques qui maintenant imposent un certain nombre de normes et finalement vont condamner les gens qui avaient des biens ou des patrimoines immobiliers à la location, eh bien ne plus pouvoir les louer et finalement les vendre. Pour la petite anecdote, il faut savoir qu'aux États-Unis, presque 40% du patrimoine immobilier en habitat appartient à BlackRock. C'est juste pour votre information personnelle. Et le pacte asile-migration et cette loi, de manière très claire, vont nous permettre de lutter plus efficacement contre des filières de passeurs, vont nous permettre de ramener beaucoup plus vite des gens qui sont en situation irrégulière sur notre territoire. Aujourd'hui, vous avez 12 procédures de recours. Je veux dire, quelqu'un qu'on veut ramener chez lui, qui ne respecte pas nos règles, il y a 12 procédures. On les ramène avec cette loi à 4. Ce qui est un peu faux dans ce sens où lorsque vous expulsez un individu dans son pays n'est pas obligé de le récupérer. Ah, je pense qu'on se souvient de ce problème. C'est quand même beaucoup plus efficace et plus simple. Et ça, c'est un travail qui est d'ailleurs nourri par tout ce que le Conseil d'État a fait ces dernières années. On lève des protections qui nous empêchaient d'expulser des gens qui sont
avec l'obligation de quitter le territoire français, on va être plus contraignant. Et ça, plus ce qu'on a fait au niveau européen, qui est de mieux contrôler nos frontières, de mieux contrôler justement le passage hors des pays d'arrivée et de faciliter le retour vers les pays d'origine en Europe, bah c'est de l'efficacité. Et donc moi j'assume de dire que cette loi, elle va nous permettre de lutter. Vous avez entendu là? Le retour dans leur pays en Europe. Donc là, ce n'est pas les gens qui viennent des pays d'Afrique ou du Moyen-Orient, c'est les irréguliers qui viennent en France et qui sont reconduits dans leur pays européen d'origine. Je pense que je vais arrêter là parce que sinon la vidéo risque de faire 2 heures, ce qui est un peu compliqué et peut-être difficile à digérer pour vous. Donc vous voyez, avec cette portion de vidéo de l'intervention de Macron, on est en face, évidemment, tout simplement, de politique. On n'est pas dans les choses concrètes, on n'est pas dans des outils concrets qui vont permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Et comme je viens de vous le dire, ça ne sert à rien de créer des lois ou de pondre des lois si, vous avez dans le système, dans la hiérarchie judiciaire, des gens qui vont passer outre. Déjà, on a entendu des préfets qui ont dit qu'ils n'exécuteraient pas ces lois. En quoi ils sont compétents pour refuser de mettre en application les lois? Tout simplement parce que si personne n'utilise les lois, eh bien, les préfets, les polices judiciaires, les juges, les magistrats, s'ils se mettent tous en collusion, pour ne pas appliquer ou ne pas avoir recours à l'usage de ces lois, eh bien finalement, vous ne résolvez pas le problème. Et on continuera à avoir une immigration irrégulière, une immigration envahissante, on va dire, et peut-être qu'au bout de quelque temps, les Français qui croient que cette loi va permettre de résoudre certains problèmes, eh bien vont se rendre compte que finalement, non. C'est un peu comme le principe des OQTF. On parle d'OQTF, pourquoi est-ce qu'on ne le revoit pas chez eux, etc. Parce que tout simplement, l'OQTF, c'est une décision administrative. Ce n'est pas une décision juridique. Ce qui fait qu'une personne sous OQTF, c'est à elle de respecter la décision administrative de quitter le pays. Mais s'il a envie de rester en France et de faire ceci à l'administration française, eh bien derrière, il n'y a pas d'outil, il n'y a pas de procédure. Même si certains, avec un casier judiciaire, ensuite, il y a une décision juridique qui applique la décision administrative pour renvoyer des gens chez eux. Mais encore une fois, il faut que les pays les acceptent. Parce que si l'avion atterrit dans le pays en question et puis que les douaniers disent « non, celui-là, on n'en veut pas, vous le ramenez chez vous », puisque c'est tout le problème. On nous bassine avec le traité de Marrakech, mais le traité de Marrakech, pareil, c'est de la pignole. C'est une pignole qui n'a qu'un seul but, de ce que je vous ai dit au début de cette vidéo, c'est de renforcer et d'appuyer la mise en place du contrôle des individus, du fichage des individus digitales. Ni plus, ni moins. Donc j'espère que là, je vous ai donné quelques éléments de réflexion pour que vous compreniez bien finalement la foutaise de tout ce show médiatico-politique autour de cette loi. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.